Mais qui est ce mec? Le Real Madrid vient de s'imposer face au FC Barcelone dans le Classico grâce à son cheat code de cette saison, Jude Bellingham. Mais tout n'a pas été parfait pour les Merengues dans cette partie, loin de là. On va y revenir, c'est le débrief de Real France. C'est parti. Bonjour, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver ce soir dans une nouvelle vidéo. Un débrief en vue du après le Classico qui vient de se dérouler au stade Montjuïc. Victoire du Real Madrid, donc 2 buts à 1, doublé de Jude Bellingham. Et on va revenir sur cette prestation madrilène avec Rota. Salut Rota, comment ça va? Mais écoute, ça va très bien comme un mec qui vient de participer de loin à un braquage, donc tout va parfaitement bien. J'imagine que c'est un peu la même sensation pour toi. C'est un peu ça, ouais. Bon. Allez, petit résumé du match comme d'habitude. Ça va être assez court et concis, je pense, aujourd'hui. On va vivre un énième début de match cauchemar côté Real. Comme trop souvent cette saison, le secteur défensif va s'illustrer et le Real Madrid va encaisser dès la 6e minute de jeu. La faute à beaucoup trop d'apathie côté Madrid et surtout un David Alaba très très mou dans son intervention. 1-0 donc et la suite sera une purge, honnêtement, en tout cas surtout côté Real Madrid où on ne frappera même pas une fois au but. Enfin, on va frapper au but, mais on va même pas cadrer une frappe. Ter Stegen va vraiment vivre une première période tranquille. 1-0 donc pour le Barça. Après la pause, allez, mini réaction du Real Madrid, mais rien de fou non plus. Le match commence quand même un petit peu à s'équilibrer un peu plus, on va dire. Mais la bascule, elle vient à la 70e minute de jeu quand le Real Madrid active le cheat code dont j'ai parlé dans l'introduction. Bellingham qui égalise d'une frappe absolument exceptionnelle, qui a laissé bouche bée, je pense, beaucoup de personnes. Parce que même moi, dans mon canapé, j'ai mis du temps à réagir et à célébrer ce but. Le Real Madrid va donc prendre le dessus sur cette fin de match. Et Jude Bellingham, une fois de plus, va offrir la victoire au Real Madrid à la 92e minute de jeu. Un but en mode renard des surfaces, 2-1 donc. Victoire du Real, c'est quoi ton ressenti à chaud, la Rota? Bah, comme je le disais en introduction, pour moi c'est un braco, vraiment c'est un braquage parce qu'on a joué 25 minutes. Les 25 dernières minutes où là, évidemment, ça a changé, le Real a changé, notamment, on y reviendra certainement, mais de par les entrées de Camavinga et Modric qui ont pour moi changé absolument la face du match. Pendant les 65 premières minutes, c'était un Real dégueulasse, vraiment. Je me suis ennuyé, je me suis énervé. Il y avait rien. C'était un Real apathique, un Real qui n'a pas mis d'impact, un Real qui était loin du marquage, un Real qui se faisait bien presser, un Real qui n'avait pas de solution, qui n'avait pas d'envie. Enfin bref, il n'y avait pas beaucoup d'ingrédients pour que la recette soit bonne. Donc voilà, c'était un match très ennuyeux. Maintenant, voilà, le Real arrive à faire un mauvais match et à l'emporter grâce à son cheat code. Encore une fois, des exploits individuels et c'est pour ça que on va dire que ça n'enlève pas le match un petit peu morose de la part des Merengues, mais voilà, en tous les cas, on met le Barça à distance, on l'emporte à Montjuïc et c'est assez rare pour être souligné. Le Real qui l'emporte à l'extérieur face au Barça, c'est très très rare, mine de rien. C'est pas tous les ans que ça arrive, donc voilà, il faut encore une fois se satisfaire du nécessaire et voilà, c'est 3 points de plus dans l'escarcelle et on va s'en réjouir parce que finalement, le foot, c'est ça, c'est aussi prendre des points au classement pour remporter le championnat. Ouais, bon, déjà, tu avais senti le 11 de départ, toi. Moi, j'avais plutôt pressenti Kamavinga arrière-gauche. Mais finalement, il a bien fait confiance à Ferland Mendy. Donc, pas de surprise de ton côté à ce niveau-là. Non, par contre, je pense qu'il aurait mieux fait de mettre ton 11 que le mien quand, quand je vois comment ça s'est passé. J'avais juste oublié Bellingham, mais oui, évidemment, Bellingham enlevait un des milieux. Donc après, j'aurais peut-être pas forcément enlevé Camavinga, mais voilà, le onze c'était assez logique pour moi. Même si, voilà, comme je l'ai dit, je pense que c'était pas le 11 le plus propice à faire déjouer le Barça. Il y a des choses négatives, évidemment, à dire. On va d'abord commencer par le positif, peut-être. Et donc, ces 20 dernières minutes de jeu qui sont plutôt bonnes, quand même, côté Real. En tout cas, il y a clairement un ascendant qui a été pris par rapport au Barça. Je pense notamment aux entrées de Rosselló, de Camavinga, deux joueurs que, du coup, on espérait plutôt dans le 11. Enfin, 20 bonnes dernières minutes du Real. Ouais, du Real.
Ouais, 25 même. Franchement, à partir de la 65e minute de jeu, on a vu un petit peu les choses bouger. Peut-être qu'il y avait un peu de fatigue du côté du Barça. Je pense que pendant 65 minutes de jeu, Xavi a mangé tactiquement Ancelotti. Ça, c'est évident. M- Maintenant, les changements du Real ont bonifié le Real, justement, et les changements de Xavi ont appauvri la prestation du Barça. Je pense que l'entrée de Lewandowski, ça a donné beaucoup moins de profondeur et ça a fait que le Barça tenait un petit peu moins le ballon. Et puis l'entrée d'Oriol Romeu, pas très compréhensible dans ce match-là. Je ne vois pas trop où il voulait en venir avec ça. Et il a perdu des ballons, il a eu beaucoup moins de consistance que ses coéquipiers. Donc ça, ça nous a permis d'en profiter, donc tant mieux. Je pense que les changements ont eu un vrai impact. Et après, comme tu le dis, nous, on attendait ces joueurs titulaires. Donc pourquoi ne pas les voir titulaires? Parce que ça fait quand même un moment que ça dure, où il y a des joueurs qui ont un totem d'immunité assez inexplicable. Et je pense que ça devrait, enfin, la concurrence devrait être un peu plus intense au Real parce que je pense qu'on a moyen de ne pas attendre 65 minutes de jeu pour voir un Real qui prend le dessus, que ce soit physiquement ou de par ses individualités ou profiter des brèches que lui laisse l'adversaire. Donc voilà, je pense qu'on devrait être un petit peu plus maître de nos matchs et ça passe aussi par une mise en place tactique ou un 11 qui sont un peu plus bénéfiques à tout ça. Alors, je ne veux rien enlever à Carlo Ancelotti sur la réussite de ces changements, mais honnêtement, c'est des changements qui sont faits déjà à la carte en avance. Je veux dire, dans la préparation des matchs, on savait que Kamavinga allait entrer en jeu et notamment probablement côté gauche parce qu'il avait laissé déjà entendre en conférence de presse hier. Après, Rosselló, c'est aussi plutôt logique qu'il entre en cours de jeu, également Mhm. pour Luka Modric. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même dans la préparation des matchs côté Real? Parce qu'on le voit côté Xavi, bah lui, il a tenté quand même des choses avec son système là, en replaçant côté droit Cancelo. Enfin, je veux dire, on voit que lui, il tente des choses, vraiment de s'adapter un peu à l'adversaire pour jouer sur les faiblesses de son adversaire, ce qu'il a bien fait aujourd'hui, notamment sur la première période où il met Gavi qui est vraiment à fond, en pressing presque individuel sur Bellingham, et ça a vraiment gêné aussi le Real de ce niveau-là. Côté Real, honnêtement, on voit pas grand-chose pour s'adapter. En fait, c'est plutôt même assez simple ce qu'a fait Xavi. C'est des choses qu'il fallait faire, mais qui sont simples. Le marquage individuel de Gavi sur Bellingham, très honnêtement, pendant 65 minutes, il marche très bien. On voit très peu Bellingham. Et il est muselé. Et sur chacune de ses prises de balle, c'est deux ou trois joueurs qui le cadrent. Et le cadrage est très bien fait parce qu'on ne lui laisse pas un mètre de répit. Même chose sur Vinicius. Araujo, c'était un marquage à la culotte. On sait très bien que Vinicius est dangereux dès qu'il a de l'espace. S'il n'a pas d'espace et qu'il est dos au jeu, honnêtement, Vinicius, c'est zéro. Et on l'a vu aujourd'hui, c'est zéro. Et je le dis bien, et je m'en tape un peu de ce qui se dira dans les commentaires. Vinicius, dos but, s'il n'a pas d'espace et qu'il n'a pas sa vitesse, il est zéro footballistiquement parlant. Et je m'en branle de ce que les gens pensent, c'est une réalité, et on l'a encore vu aujourd'hui, et c'est pas la première fois. Araujo l'a tenu, et encore une fois, il l'a mis dans sa poche. C'est une réalité. Il a fait un marquage individuel. Ça, ce sont des consignes qui ont été données individuellement et collectivement à son équipe, et Xavi l'a très bien fait. Du côté du Real, Ancelotti, il met un 11 avec une potentielle idée de jeu. En tous les cas, c'est ce que ça nous laisse ressentir. Je ne sais pas ce qui se dit dans le vestiaire, on n'en sait rien, on ne sait pas. C'est bien plus complexe que ça, je pense, et tactiquement et techniquement, mais dans ce que ça nous laisse percevoir, nous, derrière notre écran, il y a très peu de choses. C'est très pauvre en tous les cas. Et on n'a pas eu d'adaptation face à ce Barça-là. Et au contraire, on a eu un Real qui était apathique, qui manquait d'envie. Ça, après, Ancelotti, c'est pas sa faute. C'est pas lui qui est sur le terrain et c'est pas lui qui est dans le corps des joueurs. Maintenant, tactiquement, il n'y avait pas de solution. Aucune solution. On a tenté de passer par des centres quand dans l'axe, on a Vinicius et Rodrigo qui sont mauvais de la tête et qui font 1,50 m. Donc incompréhensible. Et ensuite, bah, dans l'axe, non, c'était tout simplement bouclé et le Barça boucher bien les zones. En plus, on prend un but très tôt. Donc forcément, le Barça n'a plus à aller autant de l'avant. Donc sur le repli défensif, c'était un peu plus facile pour eux de maîtriser tout ça. Donc voilà, ça manquait énormément d'idées. Donc ça ne devrait pas intervenir sur les changements. En tous les cas, pas que. Aujourd'hui, ça nous sourit, on gagne. Et voilà, j'ai le sourire, évidemment, je suis heureux. Mais je suis obligé aussi de critiquer ces 65 premières minutes parce que vraiment, c'était le néant. Mm, mm. On parle, euh, on parle d'un match donc raté tactiquement et par les joueurs aussi sur le plan individuel. On pointe notamment assez souvent finalement le manque d'envie, d'agressivité de nos joueurs par rapport à nos adversaires catalans. Ouais, aujourd'hui, qui avait réellement envie côté madrilène? Carvajal. Carvajal, Valverde, Bellingham. C'est les trois sur.
Et allez, on peut mettre Kroos sur les 30 premières minutes. Il s'est fait bousculer, mais en termes d'envie, il était là. Voilà, on va dire ça. Sur l'envie, je parle vraiment. Et Rudiger, pardon, j'oublie Rudiger. Le reste, aucun des joueurs n'avait envie. C'était trop apathique. Chouameni a manqué énormément d'impact dans un match comme ça. Je suis désolé, mais c'est pas normal que Fermin Lopez et Gavi soient les mecs qui mettent des brins, qui prennent pas de carton. Ils le voient. En plus, le Real le voyait. Il y avait rien de sifflé pratiquement, absolument rien. Les Catalans mettaient l'impact, nous rien du tout, absolument rien du tout. J'avais l'impression d'assister à un match amateur avec une équipe qui a vraiment la dalle, une équipe qui a envie, et puis une autre qui est apathique et voilà, qui a pas réellement envie. Chouameni a manqué d'impact. À la base, j'en parle pas. Pour moi, sa prestation, sa première mi-temps, elle est infâme. Et de toute façon, en témoigne son intervention sur le but. Quand tu es gaucher et que tu es un enculé de gaucher qui veut juste dégager avec son pied gauche, c'est pas normal, c'est pas logique. Mendy, c'est pareil, c'était très mou, tu l'as dit tout à l'heure. Et puis devant, voilà, il y a pas assez de mouvement, il n'y a pas assez d'envie, il y a pas de, ça défend pas. Enfin voilà, c'était très très pauvre. Et pour moi, la grosse différence de la première mi-temps, elle est surtout là. Après, il y a des choses tactiquement qui s'expliquent, il y a des choses techniquement. Voilà, il y a aussi des matchs où il y a des choses qu'on réussit moins que d'autres. Mais vraiment, l'envie sur la première mi-temps, c'était vraiment un vrai problème. Ouais. D'ailleurs, pendant la preview, je t'avais demandé si la dynamique côté Real était si bonne que ça. Parce qu'évidemment, même si dans l'ensemble, les résultats sont très positifs côté Real, et le match de ce soir va s'ajouter à cela. Il y avait eu cette défaite déjà au Metropolitano, le nul au Sanchez Pizjuán face à CVI. Un match qu'on aurait pu aussi gagner, certes, mais on ne l'a pas gagné. Même là, ce soir, malgré le résultat, est-ce que tu as vu quand même certaines limites pour ce Real Madrid? En fait, la limite que je vois, c'est encore une fois enfin, le fait de ne faire confiance qu'à 17 joueurs, quoi. Et c'est très dommage pour moi. C'est très dommage parce que je pense qu'il y a des joueurs qui sont fatigués. Je pense qu'il y a des joueurs qui mettent énormément de temps à s'adapter au système ou en tout cas aux idées que souhaite mettre en place Ancelotti. Et donc, j'ose imaginer que certains autres joueurs mériteraient un petit peu plus de temps de jeu. Je pense donc à Joselu, qui, je pense, devrait être bien plus titulaire que Rodrigo. Je pense à Brahim Diaz, qui, je ne sais pas ce qu'on attend pour lui donner beaucoup plus de temps de jeu par rapport à Rodrigo. Je comprends absolument pas. Même si c'est un profil qui est différent et dans une attaque à deux, il y a quand même plus de logique à mettre Rodrigo que Diaz. Mais en tous les cas, plus de temps de jeu, ça, je pense qu'il le mériterait. Je ne sais pas ce qu'on attend pour donner plus de temps de jeu à Nacho par rapport à Alaba, qui ça fait quand même 3 ou 4 erreurs notoires depuis le début de saison. Enfin voilà, il y a des choses qu'on n'explique pas trop. Je trouve qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a des joueurs qui ont un totem d'immunité ou qui ont, je sais pas, une hype de par leur histoire et leur expérience. Mais voilà, je pense on a besoin d'avoir beaucoup plus de concurrence parce que ça tient, c'est bien, on l'emporte et forcément, encore une fois, Ancelotti a raison et je devrais me taire, mais c'est très poussif. Ouais, je suis d'accord avec toi. Passons un peu sur les joueurs, un peu plus de focus sur les joueurs. Qui est, qui est ton MVP pour cette partie? C'est le MVP de tous, évidemment. Bellingham, voilà, c'est un joueur qui est béni, tout simplement. Sa frappe est exceptionnelle. Il relance un match où on n'existait absolument pas. Doublé dans un classico à l'extérieur. Je ne sais pas s'il y en a énormément. Je ne sais pas si je peux te citer 3 joueurs. À part Ronaldo, j'en vois pas dans les 10, 15, peut-être 20 dernières années, euh, qui est un joueur qui a mis un doublé à l'extérieur face au Barça. Ça me vient pas comme ça. Et voilà, et c'est ce genre de joueur qui, encore une fois, a eu 60 minutes très compliquées, mais qui arrive à être décisif. Et sur le dernier but, c'est pareil, c'est son placement. Son placement, il relève aussi de l'envie. Il a rien à faire là en soi. Je pensais même que c'était Rossellou, moi, qui marquait sur le toucher de balle de Modric. Je pensais très honnêtement que c'était Rossellou. Au final, je me rends compte que c'est Bellingham et je me dis, voilà, ça, c'est un gars qui a la dalle. Il y a un dernier centre, c'est la 92e minute de jeu. Il va se projeter parce que son envie, à lui, c'est de prendre les 3 points. Et pourtant, je suis pas certain que c'était celle d'Ancelotti parce que ça jouait timide sur les 5 dernières minutes et on voulait plutôt pas prendre de but et se dire, bon, le nul, il m'arrange. Mais lui, non. Lui, c'est un joueur qui a la dalle, c'est un joueur qui a envie et forcément, c'est l'homme du match. Il n'y a même pas de débat possible. Complètement, ouais. Autre perf très positive, ou positive du moins, que tu as noté ce soir, Dani Carvajal, dont on a parlé déjà, qui je trouve a été, au-delà de l'envie, a été très bon ce soir. Ouais, Carvajal, il est dans la lignée de ce qu'il réalise cette saison. C'est certainement l'un des meilleurs joueurs enfin, c'est sans aucun doute l'un des meilleurs joueurs du Real sur le début de saison. Il est régulier, il est bon, il se blesse pas. Voilà.
petite inquiétude sur un match qu'il a loupé pour blessure. Mais pour le moment, tout se passe bien. Je touche du bois, je touche ma tête. Voilà, j'espère que ça continuera parce que c'est quelqu'un de très important. Antonio Rudiger également, je trouve qu'il est déjà pas aidé, mais en plus dans le domaine aérien, vraiment, c'est un joueur qui est ultra précieux et c'est un joueur qui a beaucoup de sérénité. Et lui, pour le coup, l'envie, il l'a et l'aura toujours. Donc, je pense que dans un groupe, c'est un joueur qui est très important. Et sur le terrain, quand on voit qu'un joueur a la dalle comme ça, normalement, on doit essayer de limiter. Donc, je trouve qu'il a fait un très très bon match également. Parmi les titulaires, c'est les trois que j'ai envie de mettre en lumière. Et ensuite, il y a les entrées de Camavinga et Modric qui pour moi métamorphosent le Real. Modric a énormément conservé la balle et il était un petit peu partout et c'est là où le Real a commencé à prendre un petit peu l'ascendant sur cette rencontre. Et Camavinga, voilà. Je me demande si Mendy a pas un peu de honte en voyant Camavinga en se disant, putain, j'ai un mec qui est pas latéral gauche de métier et qui est en train de me réapprendre mon rôle. Parce que vraiment, la différence entre les deux sur ce match, et même depuis un moment, eh ben, elle est incroyable. Et pourtant, tu le sais, hein, moi je suis un grand défenseur de Mendy. Je trouve que c'est défensivement un redoutable joueur. Mais là, je sais pas, je le sens plus concerné. En plus, voilà, moi je regardais le match sur DAZN Espagne. Il parlait peut-être d'une potentielle blessure. C'est pour ça qu'il sortait. Donc voilà, il accumule aussi. Je trouve que voilà, je suis pas certain qu'on soit pas à la fin d'un cycle pour lui parce que ça commence à être compliqué pour Mendy. Mais Kamavinga, en tous les cas, a rehaussé le niveau de jeu du Real et a fait un très très bon match. Ouais, Mendy est beaucoup trop limité, hein. Et même défensivement, je trouve que ça fait déjà un an et demi, hein, qu'il est plus aussi non plus infranchissable qu'il l'était vraiment sur ces deux, trois premières saisons. Et c'est pour ça que moi, dans la preview, j'étais convaincu que Kamavinga jouerait et à gauche. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, mais Kamavinga, c'est le meilleur et de loin le meilleur latéral gauche que le Real a dans son effectif. Des deux côtés du terrain, il défend relativement bien. Regarde, ce soir, il n'y a pas de, il y a pas de fois, il y a peut-être une fois où il se fait éliminer, mais sinon, il y a pas d'action choquante, entre guillemets. Puis offensivement, il apporte, mais tellement, tellement. Puis il change tout, du coup, parce que dans le rapport de force entre son attaquant et son défenseur, bah, c'est l'attaquant qui commence à devoir reculer un peu plus pour défendre sur lui. Et puis en plus, Kamavinga, c'est un joueur qui techniquement est tellement vraiment dans la catégorie des mecs plus que bah, il peut t'éliminer sans aucun problème. Il n'y a pas de limite pour lui à ce niveau-là, donc je suis d'accord avec toi. Carvajal, moi je pense même que finalement, c'est peut-être le meilleur, le joueur qui fait le match le plus complet en fait. Parce que sur la première mi-temps, je pense que c'est le seul que je sauve réellement. Parce que les autres, même Bellingham sur la première mi-temps, pour le coup, il est éteint. Il y avait de la volonté de Mhm. toucher quelques ballons, mais il était vraiment éteint par Gavi qui faisait vraiment un gros travail sur lui, il faut le dire. Je suis d'accord, Rudiger bah, comme d'habitude, hein, après avec l'ère des réseaux sociaux, on va retenir surtout la fois où il se fait enfumer totalement par Joao Félix, mais sinon, il fait un match extrêmement costaud, je suis d'accord. À la bas, bah, le Et débat, c'est je le l'avais retour de Carvajal d'ailleurs là-dessus. exactement. Et puis David Alaba, j'avais déjà soulevé un petit peu la question il y a quelques débriefs, quelques matchs. Je trouve que c'est pas dans le duel. Je pense qu'après Fran Garcia, c'est le défenseur qui me fait le plus peur quand je le vois en 1 contre 1 face à un attaquant. Parce que vraiment, je trouve qu'il n'est pas assez tranchant, assez fort tout simplement dans le duel, même si après il a des qualités vraiment d'intelligence, de relance, de positionnement, tout ça. Globalement, ça là-dessus, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, mais il manque vraiment de tranchant dans les duels, quoi. Et comme tu l'as dit, ça fait déjà 3-4 bourdes faciles cette saison où il est sur les photos. Mhm. Et dans les bons de perf, moi je trouve aussi Rossellou, hein, que je trouve qu'il fait une bonne entrée en jeu. Pas forcément dans le côté finisseur, parce qu'il en a bah, sur la passe de Vinicius, il est un peu lent, vraiment trop lent pour le coup à enchaîner. Il y a Mhm. peut-être une ou deux passes qui ratent, mais je trouve que rien que dans l'envie, rien que dans son positionnement aussi, contrairement à Rodrigo, lui il sait où il faut se positionner. Il s'est mis sur Christensen, et du coup, bah, Christensen, il pouvait un peu moins facilement se balader et couvrir les longs ballons qu'on mettait sur Vinicius ou sur les autres sur les côtés, quoi. Ouais, je suis d'accord. Il a aussi en plus cette capacité à. Il a un physique pour garder le ballon et à plusieurs reprises, en position, il donne. Et ça permet au Real de conserver un peu le ballon en position haute. Et ça, c'est très important. Donc, ouais, je te rejoins là-dessus. Ouais. Encore une fois, après Rodrigo, pardon. Rosselló, lapsus peut-être. Rosselló, c'est pas un top attaquant mondial.
Je pense qu'il n'y a aucun débat là-dessus. Je pense qu'on est d'accord. On a tous bien conscience de ses limites. Mais pour moi, il n'y a pas photo aujourd'hui. Rosselló, ça doit être celui qui démarre les matchs côté Real Madrid. Et plutôt Rodrigo qui va devoir se contenter en tout cas pour le moment, de rentrer sur les fins de match pour dynamiser tout ça, hein. Ouais, c'est sûr. Alors après, il y a certainement des approches de la part d'Ancelotti qui s'adaptent au système adverse. Mais on l'a dit, on lui reproche un petit peu ça. Donc, je suis pas certain qu'il mette Rodrigo de par son profil. Parce que vraiment, encore une fois, et même si je tire énormément sur Vinicius aujourd'hui et que je lui tire très souvent dessus, vraiment, ce système, pour moi, il supprime les qualités de ces deux joueurs. Donc, c'est très, très compliqué. Et je suis pas sûr que même avec le temps, ils arrivent à s'adapter énormément. Parce qu'en plus, je pense que ça les fait chier. Je pense très honnêtement, surtout Vinicius, je pense que ça les fait chier d'évoluer dans ce système à deux. Donc c'est très compliqué, mais c'est certain que moi, jamais je laisserai Rodrigo commencer ses matchs quand je vois Rosselló et surtout quand je vois dans ce 4-4-2 comment est-ce qu'on procède avec des attaques plutôt latérales, avec des centres, avec des ballons dans la surface, et donc un joueur qui a un bon placement et qui est un finisseur. C'est certain que je privilégierais la piste Rosselló plutôt que celle de Rodrigo. Mhm. Et pour défendre un petit peu Vinicius avant que tu le défonces, le système, là je t'avais noté je crois que c'est sur le dernier débrief où j'avais noté que dernièrement, sur le dernier match, on faisait beaucoup de longs ballons vers Vinicius. Vas-y, Vinicius va courir dans le dos des défenseurs. Avec sa vitesse, il était capable de faire la différence. Là, ce soir, on a bien vu que, à la fois contre un bloc défensif bien plus cohérent, et puis un adversaire de taille comme Araujo, qui est rapide, puissant, plus que lui dans ces deux domaines-là. Donc, forcément, là, ça supprime aussi sa capacité à faire des différences de par sa vitesse. Bah, on voit derrière que bah, tu supprimes totalement Vinicius. Et dès que tu supprimes Vinicius, c'est bah, côté Real, il se passe absolument plus rien parce que bah, Rodrigo, de l'autre côté, va pas revenir dessus sur son match. Encore une fois, fantomatique. Il sait pas quoi faire. Même techniquement, vraiment, il y a énormément de déchets. C'est vraiment plus le Rodrigo que l'on a vu sur les 2 dernières saisons. Donc voilà. Mais après, sur Vinicius, il y a aussi beaucoup de choses qui sont très négatives. Et je te laisse y aller, hein. Bah, il y a que des choses négatives, si ce n'est la passe sur Rosselló et puis peut-être deux passes latérales sur des crochets où il donne la balle en retrait, ouais. Sinon, c'est catastrophique de A à Z. Il y a rien à. Enfin, je défie quiconque de me trouver une scène, quelque chose de positif de la part de Vinicius. En plus, il est chambreur, il réclame des fautes. Il a réclamé au moins 7 ou 8 coups francs où il y avait absolument rien du tout. Allez, peut-être celle où il est un peu ceinturé par Araujo, celle-ci, je la siffle, voilà. Le reste, c'est il a pionné, donc il chiale, il tombe, il gueule. Premier là, il essaie de taper la balle dans les supporters. Donc, c'est un provocateur. C'est toutes les valeurs anti-Real Madrid. Ça, c'est un joueur qui a le profil mental du Barça. Chercheur de merde, qui va provoquer, qui va chambrer, qui va tout le temps réclamer envers l'arbitre. Aujourd'hui, moi, je l'ai détesté. Je le haïs. Et je ne comprends pas comment des fans du Real peuvent se dire, mais putain, si on prend Mbappé, on va le mettre où? On a Vinicius à gauche. Eh, mais les gars, faut se réveiller. Est-ce que vous regardez Mbappé? Est-ce que vous regardez Vinicius? Est-ce que quelqu'un trouve Vinicius meilleur que Mbappé? Enfin, vraiment, c'est des choses, moi, pour moi, qui me sidèrent vraiment. Vinicius, c'est un très, très bon dribbleur. C'est un très, très bon joueur lorsqu'il est lancé, lorsqu'il utilise sa vitesse. Mais par contre, est-ce que vous arrivez à aussi laisser votre fanatisme de merde de côté, vous dire que Vinicius, les trois quarts du temps, quand il a la balle au pied, c'est une catastrophe. Il faut en être conscient. On peut adorer un joueur. Moi, il y a des joueurs que j'ai adorés dans ma vie. J'étais un immense fan de Raoul. Sur ses 2 dernières saisons au Real, il mettait plus un pied devant l'autre. Et j'ai pleuré, mais heureusement qu'il a décidé de partir du Real. Il faut laisser son fanatisme et se dire que de temps en temps, le mec est à côté de ses pompes et fait un match de merde. Alors, c'est pas le pire. Encore une fois, on a dit Rodrigo n'a pas été bon, Alaba n'a pas été bon. C'est pas le pire. Et je suis d'accord avec toi. Et je l'ai déjà dit. Il faut arrêter de penser que je déteste Vinicius. Je le défonce quand il faut le défoncer et je le suce quand il faut le sucer parce qu'il fait des matchs de dingue. Là, il a été dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Et surtout, il a des valeurs anti-Real Madrid, comme je l'ai dit. Donc, non, voilà, il y a rien à, il y a rien à, il y a rien à ajouter. Et en plus, quand tu sors, tu viens chambrer le public après la prestation que tu as fait. Non, 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 non. Ça, c'est inacceptable. Je pense qu'il faut qu'il se réveille un petit peu.
Mais encore une fois, je le dis, le système ne lui va absolument pas. Et ça, c'est plutôt Ancelotti que j'en veux. Ce système supprime toutes ses qualités. Donc voilà, il fait aussi avec ce qu'il peut. Il a été très bien pris par un très très bon joueur. Alors c'est un redoutable défenseur, c'est un des meilleurs centraux au monde pour moi. Et forcément, quand tu réalises un marquage à la culotte comme ça, bah, c'est très compliqué pour Vinicius, comme ça le serait pour n'importe quel joueur. Moi, c'est plutôt l'attitude qui me déplaît, de tout le temps râler, de tout le temps ouvrir sa gueule, de tout le temps protester, contester les décisions. Enfin voilà, ça c'est un peu ce qui me dérange chez lui. Donc voilà, je soutiendrai Vinicius parce que c'est un joueur du Real Madrid et que je soutiendrai toujours les joueurs du Real Madrid. Maintenant, je suis aussi lucide pour dire quand ils sont dégueulasses. Et Vinicius est dégueulasse dans le système et aujourd'hui, il a été ultra dégueulasse. Ouais, c'est difficile. Autant contre Braga, je l'ai quand même défendu parce que décisif et celui qui fait la différence côté Real. Dans ce soir, détestable, je suis d'accord avec toi dans l'attitude. C'est le vrai problème. Et le vrai problème, c'est qu'il sort du match tellement vite, au bout de 10-15 premières minutes, dès qu'il y a eu une faute, selon lui, qui n'a pas été sifflée, il devient fou, il commence à protester comme d'habitude, il perd beaucoup d'énergie là-dedans, et puis il sort de son match, parce que derrière, bah, forcément, il est non plus, plus aussi focus, j'ai l'impression. Et forcément, bah, il bafoue aussi un peu plus son football. Donc il y a aussi un vrai problème là-dessus. Et quand il croit qu'il y a une faute sur lui, qu'elle n'est pas sifflée, et qu'il s'arrête de jouer, je crois qu'il n'y a rien de pire. On a tous les deux fait du foot, enfin, toi t'en fais encore. Je pense que les éducateurs, la première chose qu'ils disent à des gosses qui rendent fous les entraîneurs, c'est quand tu t'arrêtes de jouer, que tu te replaces pas et que tu te mets et tu t'arrêtes de jouer. Je crois qu'il n'y a rien de plus qui rend plus fou les éducateurs dans le foot. Et lui, je trouve que, comme ce soir, là, il le fait, mais C'est clair. c'est dingue. Mais après, pour nuancer un petit peu ça, si je suis aussi dur avec Vinicius, si vous êtes tout le temps en train de me tailler en commentaire parce que vous pensez qu'il me doit des sous, je sais pas quoi, voilà, bref, toujours à me chambrer un petit peu, je le prends très très bien, vous inquiétez pas, hein, et vous pouvez continuer à le faire, c'est pas un souci. Mais pour nuancer un petit peu ça, on est toujours plus exigeant avec les joueurs qui ont du talent. Vinicius, il a du talent. Il est limité dans plein de choses. Ceux qui ne le reconnaissent pas, bah, tant pis pour vous. Moi, je sais qu'il est limité dans plein de choses et j'ai pas besoin d'être Ancelotti ou d'avoir une carrière de coach énorme pour le savoir et le constater. Mais on est très exigeant parce que sur cet aspect-là, comme tu viens de le dire, quand il fait pas les efforts, il perd un ballon à un moment sur Gavi en deuxième mi-temps, et tu vois Kamavinga qui va presser, tu vois Bellingham qui vient cadrer, et tu le vois lui au milieu, il fait pas l'effort. Et pourtant, je suis d'accord, hein. On ne réclame pas de Vinicius, de joueurs comme Mbappé, de joueurs comme Messi, de défendre énormément, parce que s'ils font tous les efforts défensifs qu'on leur réclame, ils sont incapables d'avoir la lucidité de faire des courses offensives et d'être aussi lucides devant le but qu'ils le sont. Ça, il n'y a aucun problème. Par contre, de faire une course de 2 mètres quand tu viens de perdre un ballon, quand tu la fais pas, ça, c'est un peu plus dérangeant. Et Vinicius, aujourd'hui, comme tu l'as dit, il est très rapidement sorti de son match. Et donc, il a eu une attitude qui était détestable. Et donc, sa prestation individuelle est absolument infâme, en tout cas, à mon sens, encore une fois. Ah ouais, je suis d'accord. Autant il y a des matchs où vraiment il y a un cumul de fautes sur lui, un arbitrage contestable. Il peut y avoir des matchs où tu pètes les plombs, tout ça, où tu rentres vraiment un peu dans cette guéguerre face à l'arbitre. Ça, à la limite, on peut l'entendre. Il y a des matchs où vraiment, devant notre télé, on est aussi fou que eux peuvent l'être sur le terrain. Ça, on peut l'entendre. Mais là, par exemple, sur un match comme ce soir, où au bout de une, deux fois, où il estime qu'il y a faute sur lui et qu'il commence à s'arrêter de jouer et vraiment à devenir un peu la caricature de ce qui peut être parfois en train de toujours de, de, de provoquer, enfin pas provoquer, mais tout le temps en train de contester toutes les décisions. Voilà, là c'est un vrai problème. Là ce soir c'est un vrai problème et ça le fait sortir de son match. Et puis derrière, même sur le plan sportif, on peut dire aussi que bah, face à Araujo, il a quand même beaucoup de difficultés en plus. Ouais, c'est clair. Enfin, je pense on a fait le tour. Et encore une fois, c'est pas pour pointer du doigt plus sur lui que sur un autre. Si on pointe du doigt plus sur Vinicius, encore une fois, c'est parce qu'on sait de quoi il est capable. C'est un joueur qui a des qualités extraordinaires, mais c'est un joueur qui doit énormément progresser mentalement sur cet aspect-là, ses provocations, etc., ses contestations, et aussi sur d'un point de vue technique. Il a énormément de progrès à faire. Il en a fait. Il a fait déjà du chemin parce que Vinicius c'est plus le même joueur qu'il était il y a 4 ans, mais il a encore énormément de progrès à faire. Et ça, c'est pas que de le détester que de le dire. Ah, bien sûr. Moi, je remets plus la faute sur Carlo Ancelotti ce soir que sur Vinicius, hein, par exemple. Je pense que toi aussi, mais on parle plus de Vinicius Exactement. Pareil.
parce qu'on sait que Vinicius, bah, finalement, il est quand même à pas grand-chose de changer là, ce qu'on est en train de pointer du doigt. C'est juste une question un peu de mentalité, d'attitude, de se recentrer sur le football, sur le jeu, seulement sur le jeu. Et attention, quand je dis ça, je parle pas quand il y a des incidents de racisme ou quoi que ce soit. Là, on est vraiment sur une toute autre dimension. Et là, bien sûr qu'il faut péter les plombs à la première insulte, c'est pas le problème. Mais là, quand on parle de faute, pas faute, tout ça, à un moment donné, faut C'est jouer à clair. fond et on fera les comptes plus tard. Là, de toute façon, par exemple, ce soir, oui, il y a un penalty qui est oublié pour le Real, sur Camavinga, je pense. Mais en première mi-temps, il y en a peut-être un aussi qui est oublié sur Araujo. Donc, pour le coup, par exemple, ce soir, niveau arbitrage, à mon sens, en tout cas, il n'y a pas eu de scandale. Et même si sur la première mi-temps, il y a eu beaucoup plus de fautes qui ont été sifflées contre le Real que contre le Barça, c'est aussi parce que bah, le Real était quasiment toujours en retard, parce que côté Barça, beaucoup plus d'intensité, d'envie, d'agressivité, et donc les Merengues qui étaient en retard. Bref, 4 points d'avance quand même au classement côté Real Madrid. On parle beaucoup presque négatif, mais c'est quand même une victoire côté Real. Presque 5 points, hein, puisqu'on rappelle une fois de plus qu'en Espagne, c'est la double confrontation qui compte en cas d'égalité au classement. C'est quand même un très bon pas là, qui est fait vers l'avant pour le titre, même s'il reste plus de 20 journées à disputer. Ouais, c'est encore tôt pour le dire. Évidemment, il peut se passer énormément de choses, mais on l'avait dit, en tous les cas, c'est psychologiquement un résultat parfait parce qu'on a encore une trêve internationale qui va arriver et puis on arrive vite en décembre. Donc voilà, à mi-chemin, le Real fait un très bon pas. Dans tous les cas, il fallait les mettre à distance. C'est chose faite. Encore une fois, c'est assez chanceux. En tous les cas, c'est presque miraculeux quand on voit l'ensemble du match. Mais voilà, le Real, c'est aussi ça. C'est un club qui est capable de faire un mauvais match et puis dans les derniers instants, de s'en remettre à ses individualités ou pas, mais de n'avoir besoin que de 25 minutes pour retourner un match. Donc voilà, on s'en réjouit encore une fois. C'est un score parfait, bien que le match ne l'était pas. Meilleure conclusion possible, je pense. Merci Rota, merci à tous d'avoir écouté ce Merci, Tam. débrief qui va peut-être être un petit peu long pour ceux qui sont restés jusqu'au bout en tout cas. Sur ce, passez une bonne soirée, un bon week-end. Prenez soin de vous comme toujours. Puis on se dit bah, à très vite sur Real France. Allez, ciao. Ciao.